ce livre, c'est rescapé du Gervasouti. Le Gervasouti, c'est le pilier Gervasouti, puisqu'il y a le couloir Gervasouti, puis le pied Gervasouti. Donc, bon, cette ascension, le pied Gervasouti, bon, m'a marqué, parce que avec mon ami Jean-Marie Picardheim, on l'a faite en 1968, j'avais 19 ans, donc très jeune. Donc les ascensions qu'on fait très jeune, les grandes ascensions qu'on fait très jeune, eh bien ça vous marque. Ça joue un rôle important après dans la passion qu'on développe de l'alpinisme. Et puis c'était donc la deuxième, ça nous a marqué aussi cette ascension parce que moi je crois qu'on a essuyé tous les risques possibles que la haute montagne peut offrir, que ce soit des éboulements de rochers importants, des énormes blocs qui nous sont passés très près de la tête. Après, il y a eu les éclairs, on a subi l'orage, on a bivouaqué dans des conditions très difficiles, on a subi des courants électriques la nuit. Bon. Puis le lendemain, il y a eu la tempête, on a continué dans la tempête, il y a eu un vent très violent. Et puis après, il y a eu le brouillard, après, il y a eu le glacier où on était perdu, où on ne voyait rien à cause du brouillard. Bref, je crois qu'on a essuyé la gamme totale de tous les risques que la haute montagne peut offrir. Et puis, la troisième raison, qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que on a découvert un vieux sac au milieu de la paroi. À l'époque, très peu d'alpinistes avaient gravi le pied Gervasouti. Le second qu'il avait gravi, c'était sans doute Hemming, parce que la première datait de 1951, de deux Italiens, Fornelli et Moreau. Et puis après, cette ascension avait été un peu oubliée. Il a fallu attendre les années 60 pour qu'on recommence à s'y intéresser. Donc Hemming l'avait fait, et puis après quelques alpinistes, des Anglais, des Français, Georges Payot et Maurice Giquel. Donc, mais nous, on devait être, je ne sais pas, les 6e ou les 7e à le faire. Et au milieu, on découvre un vieux sac. Alors on se demande à qui pouvait appartenir ce sac. On ne savait pas à l'époque que, en fait, Giusto Gervasouti s'était tué dans cette ascension. Oui, alors Gervasouti, donc, bon, comme tout le monde sait, ça a été, je ne sais pas si on peut le dire, parce que les comparaisons de ce style sont toujours difficiles, mais enfin, un des plus grands grimpeurs de l'entre-deux-guerres, c'est clair. Bon, voilà, après, les plus grands grimpeurs, bon, pas simplement italiens, mais de manière générale, un des plus grands grimpeurs. Donc, bon, après la guerre, donc, bon, il était déjà connu, il s'est lancé en 1947, donc, avec son compagnon Gagliardone. Bon, ils avaient repéré ce beau pilier, donc, dans la face est du Mont Blanc du Tacul, qui était jusque-là, il n'avait jamais été gravi. Et donc, ils en tentent la première, c'était en septembre, au mois de septembre. Bon, au début, tout va bien, Gervasouti était en pleine forme, enfin, voilà. Et puis, bon, au milieu, bon, ils s'arrêtent un peu, et puis le ciel commençait à se charger, ils ont eu peur du mauvais temps, et ils ont décidé de descendre. Sauf que dans la descente, Gervasouti, enfin, les deux ont coincé un rappel. Alors bon, Gervasouti, ce n'était pas la première fois qu'il coinçait des rappels. Hein. Il en avait coincé dans la face nord face nord d'Elfroide, dont il avait fait la première. Il en avait coincé dans la face est des Grandes Jorasses. Chaque fois, il était remonté, il avait décoincé les cordes. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. Quand on coince un rappel, c'est remonter pour décoincer. Et donc, il remonte. Alors, il pose son sac sur une terrasse, il remonte et il va essayer de décoincer le rappel. Sauf qu'il passe un surplomb, son compagnon ne le voit plus. Et puis d'un coup, son compagnon entend un cri et il voit passer le corps de Gervasouti à côté de lui. Parce que Gervasouti, sans doute, avait commis une faute. On pense que malheureusement, il avait dû prendre qu'un bras sur le rappel à la descente. Voilà. Donc, en fait, il avait abandonné son sac, donc, et puis après, Gagliardone, donc, lui, a laissé le sac de Gervasouti sur cette petite terrasse,
Et il est redescendu plus ou moins en solo. Et puis après, il a été obligé de bivouaquer. Et puis les secours sont arrivés de Courmayeur pour le sauver lui. Voilà. D'une manière générale, moi, j'ai écrit le récit de cette ascension. Bon, parce que ça va, comme je l'ai dit, ça va marquer, mais les gens me disent, bon, le Gervasouti, c'est pas un exploit. Bon, c'est pas un exploit aujourd'hui, mais il y a de ça 50 ans, oui, c'était encore une voie qui avait été comparée par Hemming lui-même à la Walker. Donc voilà. Bref, alors, bon, ça s'est pas bien passé, il faut bien le dire. C'est pour ça que, bon, il y a quand même le récit de tout ce qui nous est arrivé. Alors déjà, bon, il faisait très chaud, on nous avait déconseillé d'y aller, on n'avait pas regardé la météo, mais à l'époque la météo se trompait, alors bon, la météo, c'est pas parce qu'on annonçait des orages qu'il ne fallait pas y aller, sinon on n'aurait jamais rien fait. Donc la météo, donc on ne regardait pas cela. On est parti, il faisait très chaud, on enfonçait, ce qui fait qu'on est arrivé au pied assez tard, vers 10h du matin. Et là, alors, on a commencé à s'équiper pour le rocher. Et là, il y a un énorme éboulement qui est parti de plus haut, dans les... on ne sait pas, bref, mais des pierres énormes qui nous sont passées à côté, quoi, qui ont fait des trous gigantesques, des cratères dans la neige autour. Bref, ça a démarré mal. Bon, d'ailleurs, moi, j'avoue que mon moral chancelait un peu, mais mon copain, à l'époque, c'était un peu tartarin, quoi. Il croyait que rien ne pouvait nous arriver en haute montagne, donc il dit, ah non, on continue. Bon, ben, alors on a continué. On a continué, sauf que, bon, c'est là qu'on a, au milieu, on a trouvé le sac de Gervasouti. Bon, on n'allait pas très vite à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est ce que je raconte, l'alpinisme, il n'y avait ni free-hand, ni coinceur, on n'avait pas de baudrier, il fallait pitonner, dépitonner, etc. Donc, bon, bref, bon... On réussit à passer, mais on découvre ce sac au milieu, le sac de Gervasouti. J'ai fouillé un peu dedans avec mon copain. On a trouvé de vieilles tablettes de méta, un vieux réchaud, une vieille veste qui était à moitié pourrie. Bon, on se dit, mais on ne comprenait pas, parce qu'on ne savait pas que Gervasouti s'était tué. Alors, moi, j'ai hésité, je me suis dit, allez, tu prends le réchaud pour savoir à qui appartient ce sac, quoi. C'est un sac qui ressemblait un peu au sac que portait mon père, qu'on avait gardé ici dans la maison. On a gardé longtemps, le sac avec lequel mon père, en 1924, avait gravi le Mont Blanc. Donc, voilà, donc bon, c'est un vieux sac. Alors on s'est dit, à quoi, mais pourquoi, que fait ce sac ici? Bref, on continue. Et puis le temps se dégrade totalement. On arrive au sommet du pilier. On croyait que c'était la fin de la voie. C'était le sommet du pilier, les difficultés rocheuses. Mais c'est pas du tout la fin de la voie. On était obligé de bivouaquer. Et là, un orage épouvantable, des éclairs de tous les côtés. On a bivouaqué dans des conditions très difficiles. Bon, avec évidemment, bon, on a été un peu foudroyés, mais heureusement pas trop. C'était simplement des courants de terre qu'on a reçus. Puis le lendemain, bon, on était perdus parce que c'était la tempête complète, on n'y voyait rien, donc j'ai essayé de gravir une pointe, mais je ne savais pas où j'étais, enfin bon bref. Après on a continué, heureusement, bon, mais il y a un vent violent a commencé à chasser les nuages. Et puis, bon, on a retrouvé la voie et on est arrivé difficilement au sommet dans l'après-midi, donc au sommet du Tacul. Et puis là, on croyait que c'était fini, sauf que c'est le brouillard à ce moment-là, un brouillard à couper au couteau qui est tombé. On n'y voyait plus rien. Et bon, on s'est retrouvé au bord de crevasse. Je suis tombé un moment dans une crevasse, heureusement, j'ai réussi à m'arrêter. Après, on était sous des séracs énormes, il y a une chute de sérac à côté, enfin, bref, ça a été très difficile jusqu'à la fin. Et heureusement, bon, c'est des jeunes femmes qui tenaient le refuge des Cosmiques à l'époque, qui ont crié dans la nuit et qui sont venus nous chercher. Parce que, bon, l'alerte avait été déclenchée, bon, ma famille avait déclenché les secours. Et donc, ces deux jeunes femmes sont venues nous récupérer, voilà.
Oui, je profite de ce récit, bien sûr, parce que c'est un récit après tout classique. Je ne connais pas une grande ascension, il n'y a pas eu des dangers, etc., des problèmes. Bon. Donc en fait, je profite de ce récit d'abord pour parler de l'alpinisme dans les années 60, la fin des années 60. Des figures qui l'ont marqué. Je parle un peu de Maison, je parle d'Hemming, et puis je parle aussi des grimpeurs du Sud, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais à l'époque, les grimpeurs du Sud, c'était parmi les meilleurs, notamment François Guillot et Joël Coquenot. Donc voilà, c'est une manière de resituer un peu l'alpinisme dans les années 60, et puis de montrer comment il a évolué. Parce que dans le fond, en fait, des années 30 jusqu'à la fin, jusqu'aux années 70, l'alpinisme avait très peu évolué. Moi, quand j'ai commencé l'alpinisme, en 1963 ou 4, 363, les cordes étaient encore en chanvre. On n'avait pas de baudrier. Au pied Gervasouti, donc c'était les premières cordes en nylon. On avait des cordes en nylon, heureusement, une corde de 60 en nylon. Mais on grimpait encore avec de gros godillots, on n'avait pas de baudrier, on avait des gros godillots, évidemment les chaussons n'existaient pas. Bref, je montrais que l'alpinisme, après, l'alpinisme a vraiment commencé à évoluer en les années 70 et puis surtout les années 80. Où là, d'ailleurs, la discipline de l'escalade, en fait, s'est séparée de la discipline de la montagne. Parce qu'en fait, nous, à notre époque, j'oserais dire que l'escalade n'existait pas. L'escalade, c'était simplement, même quand on faisait de l'escalade dans les Calanques ou à Sainte-Victoire, c'était pour s'entraîner à la montagne. Il n'y avait pas de séparation. Or, aujourd'hui, il y a quand même une séparation très marquée entre l'escalade et la haute montagne. Donc voilà, je parle de cette évolution de l'alpinisme. Après, si tu veux, c'est l'occasion aussi de parler de mes ancêtres. Parce que c'est pas que je veux me flatter d'avoir eu des ancêtres alpinistes, guides, etc. Mais je veux à cette occasion les rappeler, parce que certains ont quand même été importants dans l'histoire de la montagne. Alors, notamment, j'ai mon arrière-grand-père, Pierre Paillot, j'en parle, qui a été le guide de Marie Paradis lors de la première féminine par Marie Paradis du Mont Blanc. Donc, son guide, c'était Pierre Paillot. Et Pierre Paillot était aussi le guide d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas en parle dans ses souvenirs dans les Alpes. Voilà. J'ai aussi comme ancêtre, mon arrière-grand-oncle, qui est quand même quelqu'un d'intéressant, qui est le docteur Michel Paillot, c'est quand même lui qui a développé le ski, j'ose pas dire même qu'il l'a apporté dans la vallée, mais sans Michel Paillot, le ski ne serait pas se développer aussi vite dans la vallée de Chamonix. Et Michel Paillot est quand même l'auteur de la première de Chamonix-Zermatt, avec les guides de Chamonix, bien sûr, et puis la première de la traversée du col du Géant. Donc le docteur Michel Paillot, j'en parle. J'en parle aussi parce que sa femme, qui était une Anglaise, qui s'appelait Lévy, sa deuxième femme, avec elle, il a fait la traversée, la première féminine de la traversée du Mont Blanc. Et sans doute, comme ils ont gravi à cette occasion le Mont Maudit et le Mont Blanc du Tacul, je me demande si mon arrière-grand-tante, Madame Lévy, qui était en fait une Britannique qui après est allée vivre en Angleterre d'ailleurs, après la mort de Michel Paillot, si c'est pas elle qui a fait la première féminine du Mont Blanc du Tacul. Donc voilà, je parle de mes ancêtres, je parle aussi de ce qui s'est passé sur le Mont Blanc du Tacul, de l'histoire qui est arrivée au guide Lambert, aux 3 alpinistes suisses, la première hivernale des Aiguilles du Diable, qui est une histoire fantastique qu'on a oubliée, qui mériterait d'ailleurs, je pense, aujourd'hui un film, tellement c'est ce que raconte Lambert dans cette ascension hivernale des Aiguilles du Diable, c'est exceptionnel. J'en parle. Voilà, donc c'est une occasion de parler aussi de ça, et puis de parler un peu de la littérature de montagne. Puis enfin et surtout, pour moi, l'alpinisme
La valeur de l'alpinisme, l'intérêt de l'alpinisme aussi, c'est la découverte de l'amitié. On ne le dit pas assez. Ce qu'il y a de plus important, on le sait, c'est la corde dans l'alpinisme. Mais aujourd'hui, quand on parle énormément de solo, on oublie que l'alpinisme, c'est quand même la meilleure manière de rencontrer, de se faire des amis. Les personnes avec qui on a fait une grande course dans sa jeunesse, ou voire plusieurs grandes courses, on ne les oublie jamais, c'est les seuls amis qui vous restent. Donc, en fait, c'est un peu une ode à l'amitié que je fais, notamment mon copain Jean-Marie Picard, avec qui j'ai fait des tas de grandes courses, qui est toujours en vie, mais à qui je rends hommage. Et parce que, et puis, je veux montrer que en fait, l'alpinisme agit comme un décapant de la personnalité, parce que face au danger, l'homme se livre. Si vous voulez, il y a des gens, très vite, après avoir fait une course avec eux, on se rend compte que, c'est pas... Enfin bref, c'est très intéressant de voir la manière dont l'être humain se comporte face au danger. Et quand, ensemble, on a affronté tous ces dangers, je crois qu'il reste des liens d'amitié pour la vie, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Oui, je parle de littérature. Je cite quelques grands auteurs, notamment Camus. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Je montre que l'alpinisme, en fait, la montagne, ça résume un peu l'absurdité de la vie. C'est-à-dire que c'est une montée et puis une redescente et puis plus rien. Voilà, donc c'est un petit peu... Voilà, je parle aussi de la psychologie des grands alpinistes, et notamment de Gervasuti. Je rappelle ce qui fut. On a accusé Gervasuti d'être un instable, de ne pouvoir vivre que s'il réalisait de grands exploits en montagne, sinon il déprimait, d'être un peu misogyne. Tous les grands alpinistes, d'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est vrai, je n'ai pas connu de grands alpinistes qui ne soient pas un peu, j'oserais dire, un peu dérangés, entre guillemets. Mais au fond, c'est ce qui fait leur charme. Parce que si c'était pas ça, finalement, ils ressembleraient à des sportifs les plus ordinaires possibles. La montagne, c'est quelque chose qui est à part. Alors c'est vrai que maintenant, les alpinistes, ça n'a plus rien à voir avec les champions d'escalade, du moins certains, parce que l'escalade, c'est un sport de salle, c'est un sport de gymnastique qui n'a plus rien à voir avec l'escalade, qui n'était pas un sport, qui est une recherche d'absolu, une recherche d'aventure. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop ce que les grands alpinistes ont cherché, mais je pense que il y avait quelque chose, il faut essayer de comprendre. Alors c'est pour ça que dans ce bouquin, j'essaye de comprendre quelles ont été les motivations de Gervasuti.